Merci mesdames et messieurs de nous choisir parmi tant d'autres. Bienvenue dans votre émission Thermomètre, une émission qui mesure la température de plusieurs partis politiques qui s'engagent dans les élections à venir en République démocratique du Congo qui seront organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter encore une fois de plus Madame Viviane Massengo, elle qui est présidente interfédérale du parti politique MCI, parti cher à l'honorable Jean-Pierre Chivouila, à qui nous disons bienvenue Madame Viviane Massengo. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes numéro 1 du parti politique MCI dans l'espace de Grand Katanga, si on peut dire ainsi. Comment se porte d'abord la santé de votre parti politique, surtout pendant cette période purement préélectorale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de l'invitation ainsi que de la question nous posée. Je voulais de prime abord revenir un peu. Notre autorité morale et le président national de mon parti politique MCU, Mouvement des Congolais Unis, il s'appelle l'ambassadeur universel de la paix, Jean-Paul Chivouila Ilunga. Et Madame Viviane est présidente interfédérale pour la province du Haut-Katanga. En fait, pour revenir maintenant à votre question, comment se porte le parti et surtout pendant ces temps électoral, c'est-à-dire que nous sommes déjà, le corps électoral étant déjà convoqué, nous sommes au moment de dépôt des candidatures. Nous avons fini la première étape des dépôts au niveau de la législature nationale, de la députation nationale. Nous avons aussi fini avec la députation nationale, bien qu'il y a une petite prorogation, c'est-à-dire on nous a accordé 5 jours qui expirent d'ici là pour que les gens qui étaient en retard, et ce temps-là, ça a aussi profité parce que comme vous le savez, les candidats, c'est comme les étudiants, ils ne sont pas toujours prêts pour la session et les candidats étaient aussi toujours en retard avec tel ou tel document, tel ou tel dossier, ce qui fait que les 5 jours que la CENI nous a accordé encore pour cette fois-ci aussi à la législature provinciale ainsi qu'au niveau municipal, ça nous a beaucoup profité dans notre regroupement parce que MCI ne se présente pas aux élections comme MCU, mais comme regroupement sous le label de AV, qui est Alliance pour les valeurs. Et nous avons pu déposer des candidatures à travers toute la République. Nous avons atteint le seuil. Nous sommes parmi les regroupements ayant atteint le seuil au niveau national d'abord. Et nous sommes en train de voir cette fois-ci au niveau provincial. Nous comptons encore et nous pensons bien parce que nous avons aligné des candidats valables et dont peut-être les dossiers ne seront pas rejetés. Ils pourront aussi être retenus au niveau national ainsi qu'au niveau municipal. Voilà un peu en gros à travers toute la province comme mon parti MCU est représenté. Comme je le dis toujours, c'est pas la première fois dans cette émission que nous sommes presque dans 24 provinces où nous sommes implantés et voilà que nous avons aussi pour besoin de seuil de recevabilité nous avons jugé bon d'aller avec d'autres partis politiques au sein d'un regroupement politique afin que nous puissions arriver à répondre à ces grands besoins d'atteinte du seuil d'abord de recevabilité. Pour la santé en province, les partis se portent à mieux. Nous avons pu déposer des candidatures dans toutes les circonscriptions électorales du Haut-Katanga et ce qui fait que malheureusement pour nous, nous n'avons pas pu aligner tous les candidats. Il y a des candidats qui n'ont pas été alignés faute de quotas de places parce que nous étions dans un regroupement. Il fallait céder aussi la place aux autres. Il y avait un quota bien précis pour mon parti politique, ce qui a fait que d'autres candidats n'ont pas pu être alignés. Mais il y a eu des frustrations. Certainement, il y a eu des frustrations, mais je sais que nous avons essayé
d'expliquer aux candidats qu'ils comprennent que quand on est dans un parti politique, c'est pas que tout le monde doit est là pour un mandat électif. Il y a aussi des nominations, il y a aussi des postes qui viendront en récompense par rapport au travail que tel a battu, les sacrifices qu'il a pu investir dans son parti politique. Nous les avons conscientisés, il y en a qui ont compris, mais il y en a aussi qui, nous n'avons pas foi à les dire, qui ont claqué la porte. Et par rapport à cela, ils étaient vraiment dessus et ils attendaient à tout prix être alignés soit à la députation nationale ou bien provinciale, mais cela n'a pas permis parce que avec cette histoire de seuil, en étant dans un regroupement, on a vraiment des critères trop sereins, trop vraiment stricts pour choisir un candidat et le mettre sur la liste du regroupement. Alors madame, parlons toujours du regroupement, l'essai. Nous avons suivi la CENI annoncer par rapport à un petit report concernant l'organisation des élections municipales. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, ça aussi c'est un problème qui est arrivé juste vraiment, ce que nous avons déploré de la CENI, qui pouvait le faire bien avant, parce que tout ce temps ici, tous les territoires, toutes les villes des provinces étaient sûrs, ils s'attendaient à aligner des candidats au niveau des conseils communaux, des conseillers communaux ou bien des élections municipales. Mais voilà que c'est juste la date de la fin de dépôt des candidatures que la CENI annoncerait que il y a un petit report par rapport au niveau des dépôts des candidatures au niveau des conseillers communaux pour des villes qui ne sont pas des chefs-lieux. C'est-à-dire jusque-là, on ne retient que les chefs-lieux de province. Ce sont ces communes-là, étant dans des villes qui sont des chefs-lieux, qui pourront présenter des candidatures au niveau des conseillers communaux. C'est encore frustré davantage nos membres, les cadres du parti, parce que comme vous le savez, par rapport au dépôt de sa candidature, parce que si c'était annoncé avant, les gens, nous devrons nous préparer. Les gens ne devraient pas se déployer, c'est-à-dire que c'est dépenser. Parce que, comme vous le savez très bien, déposer sa candidature au niveau de la CENI, ça demande aussi un peu de moyens. Il y a des documents que la CENI demande, il y a l'attestation de naissance, il y a, à payer dans la commune. Et puis, nous avons, chose grave, nous avons remarqué que les communes ont augmenté même le prix de ces documents-là. Et pour l'avoir, c'est pas une mince affaire. En dehors de ça, il faudrait faire notarier sa pièce d'étude. Et c'est là aussi, c'est devenu coûteux parce qu'il y a des endroits comme à Lubumbashi jusqu'à 65 000 francs, c'est 70 000 francs pour que vous puissiez arriver à faire notarier votre pièce d'étude. Ce qui fait que tout ça, les gens l'ont fait, les gymnastiques, il y a des fardes modèle que la CENI avait demandé, il fallait amener une farde de telle couleur, des enveloppes de telle dimension. Tout ça, c'était des dépenses, des photocopies, remplir telle fiche, vous remplissez et ça rate. Et vous pouvez comprendre que tout ce dossier-là des candidats était prêt pour le dépôt et c'est le même jour que la CENI annonce les reports pour 2024. Ça dérange parce que d'abord, la caution a été déjà payée par nos regroupements, nos partis politiques. Et maintenant, cet argent, au cas où cette élection n'est pas organisée, est-ce qu'il y aura restitution? Le cautionnement est non remboursable, comme vous le savez très bien. Mais ils ont dit la CENI nous a promis qu'elle pourrait reconduire cet commissionnement. Mais le comble en est que, est-ce que réellement cette élection aura bel et bien lieu? C'est ça le grand problème que nous déplorons. Et les membres du parti qui pouvait se retrouver n'est pas à être aligné au niveau national ni au niveau provincial et ils s'attendaient qu'ils pouvaient trouver gain de cause au niveau de la municipalité, mais voilà que maintenant ce n'est plus le cas. Ça frustre davantage et nous dans les partis politiques c'est nous qui encaissons, vous voyez, et la caution payée, les partis sont vraiment déçus par rapport à cela. Et en dehors de ça, il y a aussi un fait. Vous voyez que dans des communes ruraux, c'est-à-dire des communes de villes qui ne sont pas des
des chefs-lieux ou bien des territoires, il y a des chefs de territoire, il y a des conseillers communaux qui ont été nommés. Alors, comment nous allons nous retrouver dans une même province avec des conseillers nommés et des conseillers votés? Vous voyez un peu? C'est louche, ça. Ouais, voilà, il y a une décadence, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une cohérence. Ce qui fait que, alors que c'est une élection, bien sûr, qu'on organise pour la première fois, qui était vraiment la bienvenue et qui s'ajoutait à d'autres scrutins, parce que, comme vous le savez, il y a 11 scrutins et toutes les fois, nous passons toujours à 3. Oui, c'est toujours 3. Cette fois-ci, on devrait arriver quand même à 4. C'était un pas franchi. Mais voilà que nous nous retrouvons encore dans cette situation qu'on doit relayer cette élection. Et là, comme vous le savez, nous ne sommes pas venus d'ailleurs, nous vivons dans notre grand et cher pays que nous aimons bien, notre patrie, la mère patrie, la République démocratique du Congo. Nous connaissons les réalités. Organiser une élection, c'est un budget. Alors que ça devrait être fait du coup, mais je ne sais pas. Peut-être que les autorités, comme eux, c'est eux le gérant de toutes les institutions de la République, et comme la CENI, l'organe qui organise les élections, le bureau, peut-être il y a des raisons qui sont fondées, qui ont fait que cette élection puisse être reportée pour certains espaces. Et là, nous pouvons comprendre, mais en tout cas, ce report n'est pas vraiment le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Nous allons passer déjà à une autre étape de notre émission. Madame, il s'agit bel et bien d'abord de cette sortie médiatique de Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI. Aujourd'hui, il est devenu candidat à l'élection présidentielle de 2023. Madame, cette sortie médiatique de Corneille Nangaa qui charge les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à ces deals politiques qui a été noué lors du régime de Joseph Kabila jusqu'à ces jours. Comment analysez-vous d'abord ces allégations formulées par M. Corneille Nangaa? En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est encore une fois quelque chose qui vient encore déranger la quiétude du peuple congolais. Mais au fait, je ne pense pas que ça pourrait vraiment nous déranger plus, nous, de l'Union sacrée, qui, ces jours, nous avons choisi le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire. Vraiment, nous avons accepté d'accompagner son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi à son deuxième quinquennat. Nous n'allons pas vraiment voir comme si c'est un grand événement, c'est un non-événement. Il a promis de passer devant les médias nationaux, internationaux, pour qu'il puisse déclarer, donner des vérités, que tous ces temps qu'il n'avait pas dit. Nous comprenons que c'est encore une sorte de distraction. Et nous comprenons aussi qu'il y a une main noire derrière lui. Soit nous ne pouvons pas citer de gens. Et nous comprenons, entre autres, que c'est aussi une manipulation. Tout ce temps, il était où? Si l'élection était mal passée et qu'il y avait des tricheries, il a fallu qu'il puisse les dénoncer. Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, même pour tout le Louchois ou bien le peuple okatangais qui est en train de nous suivre ce soir, nous pensons que c'est monsieur de Nangaa, il faudrait mettre la main sur lui. C'est un monsieur qui devrait être aux arrêts. Il doit répondre de ses actes devant la justice. Parce qu'il aurait fait passer quelqu'un pour être voté et celui qui n'était pas voté par la population. Vous voyez que c'est une entorse. Là, il s'accuse lui-même. Qui s'excuse, s'accuse, comme disent les Français. Il faudrait qu'on mette la main sur lui, que la justice puisse faire son travail pour qu'il puisse être entendu et qu'il réponde. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il aurait, entre guillemets, mis la vie de tout un peuple dans une moule. Là, nous ne pouvons pas accepter cela. Il doit répondre de ses actes. Et depuis 2019, janvier 2019, qu'il aurait programmé Félix Tshisekedi comme gagnant des élections, et il attend 5 ans presque après, 4 ans après, pour venir nous donner des vérités. Quel genre de vérité il va nous donner? Quel genre de vérité?
ou bien il y avait un deal et après, le deal n'a pas réussi, il est déçu et il veut maintenant faire porter ces chapeaux-là au peuple congolais, qu'ils comprennent que le peuple congolais n'est plus dupe, n'est plus assez immature pour essayer de laisser passer ce genre de distractions et des histoires insensées. C'est un événement, c'est insensé. Il était où tout ce temps ici? Admettons que ce qu'il va dire, c'est la vérité. Et qui a besoin de cette vérité-là pour le moment? C'est déjà passé. Nous sommes en train de préparer l'élection d'ici là, d'ici le 20. Et tout ce temps, il vient aujourd'hui. Est-ce que c'est lui qui va faire aujourd'hui que le président de la République ne soit plus président parce qu'il a des vérités à nous dire? Quel genre de vérité? Il faut qu'il soit à Makala et qu'il soit devant la justice pour qu'il puisse maintenant nous donner cette vérité, ces vérités-là derrière le verrou. C'est du n'importe quoi ça. Nous ne pouvons pas gober cela. S'il y a des gens qui sont en train de nous manipuler, qui sont derrière lui, les soi-disant faux opposants, qui savent très bien déjà parce qu'ils ont tenté autant de manipulations, ils ont demandé à leurs partisans, à leurs militants, à leurs membres des partis politiques de ne pas se faire enrôler, mais ils se sont fait enrôler. Ils sont honteux, ils sont confus par rapport à cela parce qu'ils sont allés au-delà de leur mot d'ordre. Il y en a même, nous avons vu, ils ont même déposé leur candidature dans d'autres regroupements. Et en dehors de ça, il y a d'autres qui ont boycotté. Nous n'allons pas, nos candidats, ils sont allés d'abord aux opérations d'enrôlement et après ils ont dit, nous ne présentons pas des candidats au niveau des différentes législatures. Et ils ont demandé, ils ont fait des sit-ins, ils ont demandé des dialogues, ils ont demandé cela qu'on revoie du fichier électoral. Ils sont passés par toutes les voies possibles, ces voies-là cachées, pour chercher à ce qu'ils puissent renverser ce train d'élection qui est déjà en train qui est sur le rail. Et voilà qu'ils ont échoué. Et ils viennent encore avec une autre cartouche de Corneille Nangaa. Ça, c'est de la pure distraction et nous n'avons pas besoin de ça pour le moment. Madame, vous avez suivi la réponse de la présidente interfédérale du parti politique MCI dans les Grands Katanga, Madame Viviane Massengo, qui vient de répondre catégoriquement à toutes les allégations formulées par M. Corneille Nangaa en ce qui concerne les vérités sur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Viviane, alors, comment vous avez aussi apprécié cette table ronde qui a été organisée à Kinshasa pendant 3 jours en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Oui, monsieur le journaliste, vraiment, c'était une belle initiative dans les chefs du garant de la nation, son Excellence le président de la République. Il a compris par rapport au bruit, par rapport à certaines réclamations de la population de 2 provinces, c'est-à-dire le Nord Kivu et l'Ituri, qui sont sous l'état de siège depuis, je pense, 2021. Étant le premier Congolais, et parce que cette histoire de l'Est, je sais que ça nous dérange tous. Ça dérange aussi plus les gens qui vivent dans ces provinces sous cette menace de groupes armés, mais plus aussi le premier citoyen congolais est vraiment très dérangé, beaucoup dérangé par rapport à cette situation. Ce qui fait que vous avez vu, depuis qu'il est au pouvoir, il est en train de faire par tous les moyens. Il n'a pas pu vraiment prendre du repos pour chercher à trouver vraiment la quiétude dans cette partie de l'Est de la République. Il est allé par plusieurs voies, les voies diplomatiques, de voies de négociation. Il a essayé de renfort par rapport sur le plan militaire. Et vous trouvez que par rapport à tout cela, il est en train de chercher à ce qu'à tout prix, cette guerre qui sévit à l'Est de notre République, ça fait plus de 2 décennies, qu'elle puisse prendre fin. Mais voilà qu'elle continue. Et parmi tant d'autres mécanismes ou bien stratégies mis en place pour éradiquer cette guerre à l'Est, il y avait aussi ces fameux états de siège. Mais voilà que ça... C'est une réussite ou bien c'était... J'en viens, monsieur le journaliste, je suis en train d'y arriver. Ce qui fait que, voilà que ça n'a pas donné l'unanimité. Ça n'a pas donné réellement les résultats qu'on s'attendait parce qu'on pensait que ça ne pouvait pas faire autant.
Ça ne pouvait pas prendre autant de jours que ça a pris, des années déjà, et sans pour autant que tous les groupes armés soient éradiqués. Mais à ce que je sache, il y a quand même certaines avancées dans le sens positif, parce qu'il y a diminution de groupes armés dans ces coins-là du pays. Mais voilà que cette table ronde, c'était par rapport à analyser avec les ressortissants de ces deux provinces, avec les différents responsables des structures des institutions de la République, pour essayer d'analyser par rapport à soit lever catégoriquement l'état de siège, soit laisser l'état de siège, ou soit requalifier cet état de siège. C'était ça même la quintessence de l'organisation de cette table ronde. Alors, toutes les résolutions ont été déjà données parce qu'il y avait le pour, les contre, il y avait des abstentions, et voilà que maintenant tout est sur la table du chef de l'État, lui le garant de la nation, pour qu'il puisse maintenant trouver, arriver à voir réellement qu'est-ce qui pourra être mis en place. Mais n'oublions pas une chose, à ce jour, la population du Nord Kivu et de l'Uturi aussi demande la levée de l'état de siège. Même les autres aussi, la population, les Congolais en général demandent cela. Mais si vous allez toujours dans les deux provinces, il y a aussi ceux qui sont contre cet état de siège. La levée. Il y en a qui sont pour la levée et il y en a qui sont contre. Okay. Vous voyez que les avis sont partagés. Ce qui fait qu'il revient maintenant au garant de la nation. Je suivis encore, peut-être hier, qu'il était encore en contact avec une autre catégorie, des chefs des institutions. Oui, des institutions, pour essayer de parler avec eux. Et aussi, j'ai vu aussi, il était aussi avec les chefs religieux, toujours par rapport à cette question-là, pour essayer de trouver une solution. Ce qui fait que nous devons garder vraiment notre mal en patience. C'est-à-dire que d'ici là, nous pourrions être en possession de ce qui pourra être comme les derniers mots du garant de la nation par rapport à cet état de siège dans les deux provinces de l'Est de notre République. Merci madame. Peut-être pour chuter avec cette émission, une seule question. Alors, nous avons constaté ces derniers temps, la ville de Lubumbashi était paralysée avec les échauffourées entre plusieurs membres, quelques membres des partis politiques ici, qu'on comptait les noms. Comment beaucoup de gens nous disent que les autorités en province ne parviennent pas à donner la solution, une solution durable par rapport à ces genres d'actes qui sont posés au centre-ville de Lubumbashi. Quelle est votre réaction d'abord, cette fois-là, comme une femme leader qui vit ici dans la ville de Lubumbashi? En tout cas, c'est une belle préoccupation parce que Madame Viviane, comme actrice politique, elle est aussi entrepreneur, ce qui fait que nous avons aussi des activités commerciales à travers la ville de Lubumbashi et surtout la partie de la commune Kenya. Ça dérange beaucoup. Nous avons aussi des activités là-bas. Nous avons des activités au centre-ville. Ça nous dérange pour passer 2 jours, 1 jour, sans pour autant ouvrir ces activités, alors que c'est un manque à gagner. Et je pense que ce manque à gagner-là, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs ou bien les opérateurs économiques, c'est aussi un manque à gagner pour la population. Parce qu'il y a ces Congolais-là, ces Louchois qui vivent au quotidien. Il faudrait qu'ils puissent circuler à travers la ville avec quelque chose qu'il va vendre, qu'il puisse étaler sa marchandise, même petite qu'elle soit, dans un marché, pour qu'elle puisse retrouver quelque chose à donner à ses enfants le soir. Mais voilà qu'avec ces échauffourées, ces désordres, tous ces gens-là et les opérateurs économiques et la paisible population, et c'est-à-dire nous tous nous retrouvons dans cette difficulté-là, nous ne savons pas œuvrer et parfois nos enfants dorment affamés parce qu'ils n'avons pas pu travailler toute une journée. Alors, nous ne pouvons pas encourager ce genre de pratiques et ce genre de comportements parce que dans les partis politiques ont aussi une mission de civisme, d'une éducation civique par rapport à leurs militants. Mais nous trouvons qu'il y a
de ces militants-là qui parfois ne sont même pas connus dans leur parti structure politique. Ils ne sont pas connus, mais ils sortent sous le label d'un parti politique X ou Y, alors que réellement, ils ne sont même pas de ces partis-là. Parce que ces messieurs-là, les délégants qui est en train de faire les désordres, si vous lui demandez peut-être de brandir sa carte de l'UNAFEC, peut-être il n'en a pas. Si vous lui demandez de brandir sa carte de l'UDPS, peut-être il n'en a pas. Vous voyez que ce sont parfois les enfants de la rue profitent aussi pour être là. Oui, les délinquants, les autres profitent de ces mouvements-là et pour le faire sous le nom de partis politiques. Ce que moi je pourrais demander, c'est aux partis politiques de tirer les oreilles de leurs militants, de leurs membres, pour leur demander de ne pas aller dans ces sales besoins et que les autorités de la place puissent prendre, les autorités provinciales puissent prendre leur autorité en main. S'il faudrait punir, parce que nous avons vu, pas plus qu'hier, il y a des bus qui ont été brûlés. Les bus là, des privés, des particuliers, et si c'était seul moyen de survie qu'il avait. De la rentrée scolaire. Imaginez un peu, monsieur, les journalistes, et qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que nous sommes en train de construire ou bien de détruire? C'est pour cela que je réitère ma demande au niveau des partis politiques dont parfois ils sont cités, ces délinquants-là, qui puissent un peu tirer des oreilles par rapport à leurs membres. Et si les autres-là restent isolés, ils ne sont pas de leur parti, et que là, les autorités militaires, politiques, militaires et policières puissent faire leur travail, mettre la main sur ces délinquants-là et les corriger. Parce que si on corrige ces gens-là, on essaye de les arrêter, on essaye de les discipliner, je pense que ces genres de choses ne pourront plus revenir. Mais, chose grave, j'ai appris que Abakubambe Motota Moui. C'est ça les problèmes. C'est ça les grands problèmes. C'est-à-dire que... Oui, comprenez qu'il vient d'arriver. Peut-être que... Et surtout, lui, comprenez qu'il vient d'arriver. Le temps pour lui d'un peu déstabiliser ou bien d'essayer de comprendre certains rouages. Mais je sais que c'est un monsieur qui avait déjà travaillé aussi à côté de ministre intérieur sortant. Et je pense que c'est un jeune. Moi, je lui jette beaucoup de fleurs. Je vis c'est un jeune. Et je pense qu'avec le sang chaud qu'il a et que c'est la jeunesse aussi qui est en train de faire ce genre de désordre. Oui, je pense qu'il pourra maîtriser la situation. Mais ce que nous demandons est que les jeunes comprennent que cette république est la leur, qu'ils comprennent que cette ville est la leur. Tout ce que le gouverneur de province est en train de faire, le maire de la ville, ils sont en train de faire, construire des routes, faire ceci et cela, c'est pour notre bonheur. Ne détruisons pas ce qui est notre héritage. Nous, les parents, nous léguons aux enfants. Demain, les enfants aussi doivent aussi léguer cela à leurs enfants. Il ne serait pas bon de détruire ce qui nous appartient et surtout que construire n'est pas facile. Je demande à tous ces jeunes-là d'essayer de ne pas se laisser manipuler. S'il y a certaines manipulations politiques derrière eux, qu'ils ne puissent pas aller dans cela. Parce que l'avenir de demain, même l'avenir d'aujourd'hui, leur appartient. Et c'est à eux que nous devons léguer tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Les gouverneurs de province, il va passer, un autre viendra, et ce que nous avons acquis, nous devons bien les protéger. Merci beaucoup, madame. Je crois que c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Thermomètre, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux madame Viviane Massengo, qui est présidente interfédérale du parti politique MCI, à qui nous disons merci de nous avoir accordé cette opportunité, surtout que nous avons trouvé un plein travail. Vraiment, c'est à moi de vous dire merci quand parfois vous nous donnez une autre opportunité comme ça d'éclairer l'opinion par rapport aux différents sujets d'actualité, et c'est vraiment un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Jean-Paul Mugalou était derrière les caméras, Trésor Massanga, c'était moi. Prenons rendez-vous pour les prochains numéros. Cette fois-là, ça sera à la veille des élections. À très vite.